Elle a élevé un orphelin comme son propre fils. Il a volé tout l'héritage et l'a chassé de sa propre maison. Tu n'es personne ici. Cette maison ne t'a jamais appartenu. Et si tu ne pars pas avant ce soir, j'appelle la police. » C'est ce qu'Amara a entendu de la bouche du garçon qu'elle avait ramassé dans la poussière, nourri au sein de sa propre sueur et élevé pendant 23 ans comme la chair de sa chair. 23 ans d'amour. 23 ans de sacrifice. Et voilà comment il la remerciait. Avant de continuer cette histoire, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires. Laisse un like si tu crois que la bonté finit toujours par triompher. Et maintenant, écoute bien. Car cette histoire va te secouer jusqu'au fond de l'âme. Amara Diallo était une femme que tout le quartier de Marcory, à Abidjan, connaissait. Pas parce qu'elle était riche, pas parce qu'elle était belle, pas parce qu'elle parlait fort ou faisait des histoires, mais parce qu'elle avait un cœur que même les malheurs les plus cruels n'arrivaient pas à refermer. Un cœur ouvert comme une porte qu'on ne ferme jamais, même quand la pluie entre. Elle avait perdu son mari, Sékou, en 2001. Un accident de la route sur l'autoroute du Nord, entre Abidjan et Bouaké. Un camion-citerne qui avait perdu ses freins dans une descente, un choc frontal, et c'était fini. On lui avait ramené le corps un mardi soir. Elle avait 32 ans. 2 enfants, Fatoumata, 6 ans, une petite fille vive aux tresses serrées qui posait déjà 1000 questions par jour, et le petit Ibrahim, 3 ans, qui trottinait partout en appelant « Papa, papa !» sans comprendre que papa ne reviendrait jamais. Sékou était un homme prudent. Avant de mourir, il avait mis les choses en ordre. Il avait laissé à Amara une maison à Marcory. 4 pièces, un petit jardin avec un manguier, un mur d'enceinte en béton. Il avait aussi laissé un terrain à Bingerville, 1200 mètres carrés sur une colline avec vue sur la lagune. Et un commerce de tissus au marché de Trècheville, une boutique de 12 mètres carrés, remplie de wax hollandais, de basins brodés, de superwoodines et de pagnes fantaisie. Pas une fortune, non, mais assez pour vivre dignement si on savait gérer. Et Amara savait gérer. Elle connaissait la valeur de chaque franc CFA comme une mère connaît le poids de son enfant dans ses bras. Dès le lendemain de l'enterrement, le lendemain, oui, elle avait ouvert la boutique. Les yeux encore rouges et gonflés, le corps encore lourd de chagrin, les épaules courbées sous un poids invisible. Mais les mains déjà au travail. Elle coupait les pagnes avec des ciseaux aiguisés, pliait les tissus en piles nettes, comptait la monnaie pièce par pièce, souriait aux clientes même quand elle avait envie de hurler. Le soir, elle rentrait, les pieds douloureux, la nuque raide. Elle préparait le foutou banane avec la sauce graine pour ses enfants. Elle les aidait avec leurs devoirs. Elle vérifiait les cartables. Elle rapiéçait les uniformes. Et quand les enfants dormaient, elle priait. À genoux sur le carrelage froid de la chambre, les mains jointes, les lèvres remuant dans le silence. Elle priait beaucoup. C'est un dimanche, après la messe à la paroisse Saint-Michel de Marcory, que tout a basculé. L'air sentait l'encens et la sueur. Les femmes rangeaient leurs éventails, les enfants couraient dans la cour entre les flaques de la dernière pluie. Le père Antoine, un homme maigre aux cheveux gris et aux lunettes toujours de travers, avait pris Amara à part sous le flamboyant de la cour. Il avait ce regard qu'il prenait quand il allait demander quelque chose de difficile. Ce regard qui disait « Je sais que c'est trop, mais je vais quand même demander. » « Ma fille, il y a un enfant, un garçon de 4 ans.
Sa mère est morte la semaine dernière, la tuberculose l'a emporté en 3 mois. Le père, personne ne sait qui c'est. Certains disent qu'il a fui au Ghana, d'autres qu'il est mort aussi. Cet enfant n'a aucune famille. Aucune. J'ai fait le tour du quartier. Les oncles, les tantes, les voisins. Personne ne veut le prendre. Le foyer de la paroisse est plein. Je ne sais plus quoi faire de lui. Amara avait regardé le prêtre. Ses yeux fatigués. Ses mains qui tremblaient légèrement. Puis elle avait tourné la tête et regardé ses propres enfants qui jouaient dans la cour de l'église. Fatoumata poussait Ibrahim sur une vieille balançoire. Il riait. Elle avait déjà 2 bouches à nourrir. Son commerce marchait, oui, mais elle comptait chaque dépense, chaque sac de riz, chaque litre d'huile, chaque billet de bus. « Comment il s'appelle » avait-elle demandé. « Conan. Conan Yao. » Amara avait fermé les yeux une seconde. Une seule seconde. Et dans cette seconde, elle avait vu le visage de Sékou. Elle l'avait entendu lui dire, comme il lui disait toujours. Le père Antoine avait ouvert la bouche, surpris. Il s'attendait à des hésitations, des conditions, des « je vais y réfléchir », des « laissez-moi en parler à ma famille ». Mais Amara avait déjà pris sa décision. Parce qu'Amara ne réfléchissait pas avec la tête quand il s'agissait de la souffrance d'un enfant. Elle réfléchissait avec le ventre, avec cette partie d'elle qui savait ce que c'était que de perdre quelqu'un et de se retrouver seule au monde. Conan était arrivé le lendemain matin. Le père Antoine l'avait amené par la main. C'était un petit garçon maigre, si maigre qu'on voyait la forme de ses os à travers sa peau. De grands yeux méfiants, d'un marron presque noir, qui regardaient partout sans se poser nulle part. Les côtes qui se comptaient sous un maillot troué. Des sandales trop grandes qui claquaient sur le sol. Il ne parlait pas. Il ne pleurait pas non plus. Il restait debout dans un coin du salon et regardait tout le monde, comme un animal qui a été battu et qui attend le prochain coup. Amara ne l'avait pas forcé. Elle n'avait pas essayé de le prendre dans ses bras, de le câliner, de le bombarder de mots doux. Elle avait simplement posé une assiette de riz au poisson devant lui, sur une petite table basse, avec un verre d'eau. Puis elle s'était assise à côté, pas trop près, et elle avait attendu, en silence. Le riz fumait. L'odeur du poisson grillé remplissait la pièce. Au bout de 5 minutes, les narines du garçon avaient frémi. Au bout de 10 minutes, ses yeux s'étaient fixés sur l'assiette. Au bout de 20 minutes, il avait mangé. Pas mangé, dévoré. Avec les mains, avec avidité, avec la faim de celui qui ne sait pas quand viendra le prochain repas. Au bout de 3 jours, il avait souri. Un sourire petit, hésitant, comme une fleur qui s'ouvre et se referme aussitôt. Au bout de 2 semaines, il l'appelait maman. Et le cœur d'Amara, ce cœur qui ne savait pas se fermer, avait explosé de joie. Et Amara avait tenu sa promesse. Pas à moitié, pas à contre-cœur, entièrement. Elle n'avait fait aucune différence entre Conan et ses propres enfants. Quand Fatoumata avait une nouvelle robe pour la rentrée, Conan avait une nouvelle chemise. Quand Ibrahim allait chez le médecin pour la fièvre jaune, Conan y allait aussi. Même école privée catholique à 50 000 francs le trimestre par enfant, 150 000 francs par trimestre pour les 3. Même nourriture, même portion de viande le dimanche, même amour. Les voisines la regardaient avec des yeux ronds. « Côte 10, côte 11 » répondait Amara. « Côte 12 » Mais ce que Amara ignorait,
c'est que l'amour ne suffit pas toujours à guérir certaines blessures, et que certaines graines, peu importe la qualité de la terre dans laquelle on les plante, portent en elles leur propre poison. Les années passèrent. Amara travaillait comme une forcenée. Elle se levait à 4 heures du matin pour aller au port chercher les balles de tissu arrivées de Chine, du Nigeria, des Pays-Bas. Elle négociait avec les grossistes. Elle connaissait chaque fournisseur par son prénom, chaque douanier par son surnom. Son commerce prospérait. Elle avait maintenant 2 boutiques au marché de Trècheville et une 3e au marché d'Adjamé. Elle employait 3 vendeuses. Awa, une grande femme du Nord au rire sonore. Mariam, discrète et efficace. Et Clarisse, une jeune fille qu'Amara formait comme une apprentie. Chaque mois, sans exception, elle mettait 300 000 francs de côté pour l'éducation des enfants. Les frais de scolarité, les uniformes cousus sur mesure, les livres, les cahiers, les stylos, les répétiteurs pour les mathématiques et l'anglais. Tout ça multiplié par 3. Chaque trimestre, elle alignait les billets sur la table de la cuisine, les comptait, les mettait dans 3 enveloppes marquées au nom de chaque enfant et allait payer les frais en personne. Elle connaissait le directeur de l'école, le comptable, la secrétaire. Tout le monde la connaissait. « Ah, tantie Amara, la femme qui travaille pour 3 enfants et qui ne se plaint jamais !» Et ce n'était que le début. Fatoumata était brillante. Première de sa classe chaque année. Médaille d'excellence. Mention très bien au BEPC. Ibrahim était plus rêveur. Il aimait dessiner. Mais il était gentil, travailleur, toujours prêt à aider. Et Conan ? Conan était intelligent, oui. Très intelligent même. Il avait une mémoire photographique. Il lisait un texte une fois et le récitait mot pour mot. Ses professeurs l'adoraient. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une froideur, un calcul. Quelque chose que les adultes ne voyaient pas, parce qu'il le masquait bien. Mais qu'Amara sentait parfois, comme on sent l'orage avant la pluie. Ce regard qu'il posait sur les choses. Pas un regard d'enfant émerveillé, un regard d'inventaire. Le regard de celui qui compte ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas encore. À 15 ans, Conan avait commencé à poser des questions. Des questions étranges pour un garçon de son âge. 14. Ils étaient assis sur le banc du jardin, sous le manguier. Le soir tombait. L'air sentait le charbon de bois et le poisson braisé du voisin. « Oui, mon fils, pourquoi tu demandes ça ?»« Comme ça. Et le terrain à Bingerville aussi ?»« Oui, tout est à mon nom. Ton papa Sékou a tout mis à mon nom avant de mourir. Il était prévoyant. » Conan avait hoché la tête, lentement, comme s'il enregistrait l'information dans un tiroir de son cerveau. Il n'avait plus rien dit. Mais Amara avait remarqué quelque chose. Cette nuit-là, vers minuit, elle s'était levée pour boire de l'eau. En passant devant le salon, elle avait vu de la lumière. Elle avait poussé la porte. Conan était là, à genoux, devant le tiroir du buffet. Le tiroir où elle gardait tous ses papiers importants. Acte de propriété, certificat de naissance, carnet d'épargne. Quand elle avait allumé la lumière du plafonnier, il avait sursauté si fort qu'il avait cogné sa tête contre le bord du buffet. Elle l'avait cru. Bien sûr qu'elle l'avait cru. Parce qu'on croit toujours ce qu'on aime. Parce que l'amour d'une mère est aveugle de naissance. Mais la vérité allait bientôt éclater. À 18 ans, Conan avait eu son baccalauréat. Série D, mention assez bien.
Amara avait organisé une fête au quartier. Elle avait dépensé 300 000 francs. La nourriture, du poulet braisé, de la tiéké, de la loco, des beignets. La sono louée chez Kofi le disque jockey. Les boissons, des caisses de bock, de Sprite, de jus de gingembre fait maison. Tout le quartier était venu. Les voisins, les amis de l'église, les commerçants du marché. Amara portait son plus beau boubou, un wax bleu et or qu'elle avait mis de côté pour une occasion spéciale. Elle dansait, elle riait, elle serrait Conan contre elle. « Mon fils a réussi !» criait-elle à qui voulait l'entendre. Et Conan souriait. Ce sourire parfait, calibré, qu'il avait appris à déployer comme un acteur sur scène. Le sourire du fils dévoué. Mais si quelqu'un avait regardé de plus près, vraiment de près, il aurait vu que le sourire ne montait pas jusqu'aux yeux. Conan voulait faire des études de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny. Amara avait payé 500 000 francs l'année pour l'inscription et les frais. Le logement, dans une résidence étudiante à Cocody, 150 000 francs par mois. La nourriture, elle lui envoyait de l'argent chaque semaine par transfert mobile. Les livres de droit, des dizaines de milliers de francs par semestre. Le transport. Elle lui avait acheté une moto, une Honda d'occasion à 400 000 francs. Pendant ce temps, Fatoumata, qui avait terminé ses études d'infirmière avec brio, travaillait à l'hôpital universitaire de Cocody. Elle gagnait bien sa vie et commençait à aider sa mère. Ibrahim, lui, avait choisi le commerce. Il avait repris une des boutiques au marché de Trècheville et apprenait le métier. Conan, lui, étudiait. Il étudiait le droit, oui. Il passait des heures à la bibliothèque. Mais pas seulement dans les livres de l'université. Il étudiait aussi autre chose. Le droit foncier, les successions, les procédures de transfert de propriété, les failles du système. Tout ce qu'un esprit calculateur pouvait utiliser pour prendre ce qui ne lui appartenait pas. C'est à cette époque qu'il avait commencé à fréquenter un certain Hervé Aka, un type du quartier Plateau, toujours bien habillé, costume italien, lunettes de soleil Ray-Ban, chaussures cirées qui brillaient comme des miroirs. Il conduisait une Mercedes noire alors qu'il n'avait aucun emploi connu. Les gens du quartier murmuraient qu'il était dans les affaires, mais personne ne savait lesquelles. Hervé connaissait les notaires, les greffiers, les fonctionnaires du cadastre. Hervé savait comment les papiers pouvaient changer de main, comment un nom pouvait apparaître ou disparaître sur un titre foncier, comment on pouvait fabriquer une procuration qui avait l'air vraie. Amara ne savait rien de tout ça. Elle voyait son fils qui étudiait dur, qui rentrait tard le soir avec des livres sous le bras et des cernes sous les yeux. Quand il venait à la maison le week-end, elle lui préparait du attiéké poisson qu'elle gardait au chaud dans une marmite couverte d'un torchon. Elle lui apportait un verre d'eau fraîche dans sa chambre. Elle repassait ses chemises. Elle lui glissait un billet de 10 000 francs dans la poche en disant « Prends pour tes photocopies ». Et le soir, elle l'embrassait sur le front, comme quand il avait 4 ans. Les signes étaient là pourtant. Des petits signes qu'une mère moins confiante aurait vus. Un jour, Fatoumata avait surpris une conversation téléphonique de Conan dans le jardin. Elle n'avait entendu qu'une phrase, mais cette phrase l'avait glacée. Côte 22 Touré, le comptable d'Amara. Celui qui tenait ses comptes depuis 15 ans. Fatoumata avait essayé d'en parler à sa mère. Côte 23. Amara avait balayé ses inquiétudes d'un geste de la main. Fatou, tu es jalouse, c'est normal. Mais Conan est ton frère. Il s'intéresse aux affaires de la famille,
parce qu'il étudie le droit. C'est normal pour un étudiant en droit. Je ne suis pas jalouse, maman. J'ai peur pour toi. Il n'y a rien à craindre, ma fille. Conan est un bon garçon. Je l'ai élevé, je le connais. Mais connaissait-elle vraiment Conan ? Connaissait-elle l'homme qui grandissait derrière le masque du fils dévoué ? Mais ce que Amara ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. En 2019, Amara tomba malade. Cela avait commencé par une fatigue inhabituelle. Elle, qui se levait à 4 heures du matin sans effort, restait maintenant au lit jusqu'à 7 heures, le corps lourd, les jambes en coton. Puis vinrent les fièvres. Des fièvres qui montaient le soir, qui la faisaient transpirer dans ses draps, qui la laissaient tremblante et épuisée au matin. Et les douleurs. Des douleurs dans le dos, dans le bas du dos, comme si quelqu'un enfonçait un couteau entre ses reins. Le médecin de l'hôpital de Cocody, le docteur Nguessan, fit des analyses. Le diagnostic tomba comme un coup de machette. Insuffisance rénale. Les reins d'Amara ne fonctionnaient plus qu'à 40%. Il fallait une dialyse, 2 fois par semaine. Les médicaments, les consultations, les analyses de sang. 2 millions de francs en 3 mois. Amara maigrit. Ses joues se creusèrent. Ses mains fortes qui coupaient les tissus et comptaient les billets, devinrent fines et tremblantes. Elle passait ses journées allongée dans sa chambre, les volets fermés, l'odeur de médicaments flottant dans l'air. C'est pendant cette période de faiblesse, pendant que la lionne était couchée, que le serpent frappa. D'abord, Conan agit discrètement. Il vint à la maison avec des fleurs, avec du jus de baobab, avec un visage plein d'inquiétude et de tendresse. Il s'asseyait au chevet d'Amara, lui tenait la main, lui parlait doucement. « Maman, tu ne dois pas te fatiguer. Laisse-moi m'occuper des affaires. Je gère les boutiques, je parle au comptable, je fais les comptes. Toi, tu te reposes. C'est mon devoir de fils. » Amara, épuisée par la maladie, les yeux lourds de médicaments, avait accepté. Elle lui avait donné les clés de la boutique principale, le double, celui qu'elle portait toujours sur un cordon autour du cou. Conan prit les clés. Il récupéra les carnets de compte. Il alla voir Monsieur Touré, le vieux comptable, un homme honnête de 65 ans qui tenait les comptes d'Amara depuis la mort de Sékou. Il posa un document sur le bureau de Touré. « Maman m'a donné procuration pour gérer les finances. Elle est trop fatiguée. Tu vois, c'est signé. » Monsieur Touré ajusta ses lunettes. Il regarda la signature. Elle ressemblait à celle d'Amara, oui. Mais il y avait quelque chose. Un trait un peu trop appuyé ici. Une boucle un peu trop ronde là. Il hésita. Conan le regardait avec ce sourire qu'il avait perfectionné au fil des années comme un artiste perfectionne son chef-d'œuvre. Le sourire du fils dévoué. Le sourire de celui qui prend soin de sa mère malade. « Quote 29, dit Touré. « Quote 30. » Et Touré ouvrit la porte de la cage, sans savoir qu'il y faisait entrer le loup. Ensuite, les choses s'accélérèrent. Les boutiques commencèrent à Côte 31. Du moins, c'est ce que Conan rapportait à Amara chaque semaine, debout au pied de son lit, le visage grave, les mains dans les poches. « Maman, les ventes ont baissé ce mois-ci. Le marché est difficile. La concurrence des tissus chinois en ligne nous tue.
On a fait 1 million d'œufs au lieu de 2 millions. La semaine suivante. Maman, il a fallu payer des réparations urgentes. Le toit de la boutique d'Adjamé fuyait. 300 000 francs de travaux. La semaine suivante encore. Maman, une des vendeuses a volé de la marchandise. Awa. Elle prenait des rouleaux de wax et les vendait dehors. J'ai dû la renvoyer. Chaque semaine, un nouveau problème. Chaque semaine, moins d'argent sur le compte. Et chaque semaine, Conan apportait des papiers à signer. Des papiers qu'il posait sur le lit d'Amara, avec un stylo, avec ce sourire. Amara, sous l'effet des médicaments contre la douleur, les yeux vitreux, la main tremblante, signait. Elle signait sans lire. Elle signait parce que c'était son fils. Comment ne pas avoir confiance en son propre fils, en celui qu'on a élevé, nourri, soigné pendant 23 ans. Pendant ce temps, Fatoumata essayait d'alerter sa mère. Elle venait chaque jour après son service à l'hôpital. Elle apportait des fruits, des médicaments, elle changeait les draps. Et elle posait des questions. « Maman, j'ai croisé Awa au marché hier. Tu sais, ta vendeuse d'Adjamé. Elle m'a dit que Conan l'a renvoyée, sans raison, du jour au lendemain, sans même lui payer son dernier mois. Et que le stock a été vidé. Tous les rouleaux de basin, tout le wax hollandais, disparu. Fatou, Awa est une voleuse, Conan me l'a dit. Il gère. Il fait de son mieux. Ne sois pas jalouse de ton frère. Je ne suis pas jalouse, maman. J'ai peur. J'ai vérifié le compte de la boutique sur ton carnet. Les chiffres ne correspondent pas. Il manque de l'argent. Beaucoup d'argent. Fatou, tu ne comprends pas le commerce. Laisse ton frère travailler. Il est en droit, il sait ce qu'il fait. Fatoumata avait serré les dents si fort qu'elle avait senti le goût du sang dans sa bouche. Elle connaissait Conan mieux que sa mère ne le connaîtrait jamais. Elle avait grandi avec lui. Elle avait vu les petits mensonges d'enfance devenir des manipulations d'adolescents, puis des manœuvres d'adultes. Elle avait vu le charme qu'il déployait comme un filet de pêcheur, avec précision, avec patience, avec cette froideur souriante qui trompait tout le monde. Mais sa mère ne voulait pas entendre. L'amour est sourd quand il veut l'être. Le premier choc arriva un jeudi matin de mars 2020. Amara se sentait mieux ce jour-là. Les médicaments faisaient effet. La dialyse du mardi avait bien marché. Elle se sentait assez forte pour se lever, se laver, enfiler un boubou propre et prendre un taxi Baka pour aller au marché de Trècheville voir sa boutique. Ça faisait 4 mois qu'elle n'y avait pas mis les pieds. 4 mois. Le trajet dura 40 minutes. Les rues d'Abidjan défilaient derrière la vitre sale du Baka. Les vendeurs ambulants criaient leurs prix. Les motos zigzaguaient entre les voitures. Amara sentait la chaleur du soleil sur son visage et se disait que c'était bon d'être vivante. Quand elle arriva devant la boutique numéro 47, allée C du marché de Trècheville, elle s'arrêta net. La boutique était fermée. Pas quat 39. Fermée définitivement. Le rideau métallique baissé, un cadenas rouillé dessus. Pas d'empas de marchandises visibles à travers les interstices. Rien. Le vide. Et une odeur de poussière et d'abandon. Elle se tourna vers la boutique voisine. La vendeuse de chaussures, une femme nommée Djeneba, la regarda avec des yeux immenses. Amara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Littéralement. Ses jambes flanchèrent.
Elle s'appuya contre le mur, le béton rugueux sous ses paumes. Sa bouche était sèche comme le sable. Ses mains tremblaient. Et la boutique d'Adjamé ? Djeneba baissa les yeux. On m'a dit que c'est pareil, il a tout vendu aussi. Amara prit un taxi Bolt pour Adjamé. Le trajet dura 1 heure dans les embouteillages. 1 heure pendant laquelle son cerveau refusait de comprendre ce que son cœur savait déjà. Elle arriva au marché d'Adjamé. La boutique n'était plus la sienne. Un nouveau locataire vendait des produits cosmétiques à la place. Elle appela Conan. Première sonnerie. 2e. 3e. Pas de réponse. Elle rappela. Messagerie vocale. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Elle envoya un message WhatsApp. Les 2 coches apparurent. Bleu. Il avait lu. Il ne répondait pas. Elle envoya un autre message. Conan, rappelle-moi, c'est urgent. Lu. Pas de réponse. Un autre. Conan, qu'est-ce qui se passe avec les boutiques ? Lu. Pas de réponse. Elle resta debout au milieu du marché d'Adjamé, son téléphone à la main, le brouhaha des vendeurs autour d'elle, les odeurs de friture et d'essence, et elle sentit quelque chose se fissurer en elle. Pas se casser, pas encore. Se fissurer. Comme un mur qui craque avant de s'effondrer. Elle prit un taxi pour rentrer chez elle. Le chauffeur dut l'aider à descendre, tellement ses jambes ne la portaient plus. Quand elle poussa la porte de sa maison, celle que Sékou avait achetée pour elle, celle où elle avait élevé 3 enfants, celle dont elle connaissait chaque fissure dans le mur, chaque grincement du parquet. Conan était assis dans le salon, dans le fauteuil de Sékou, les jambes croisées. À côté de lui, un homme en costume gris qu'elle ne connaissait pas, un homme qui évitait son regard. Et sur la table basse en bois d'Iroko, des papiers. Des papiers officiels, avec des tampons et des signatures. « Cote 46, dit Conan. Sa voix avait changé. Plus de douceur, plus de cote 47, plus de chaleur. Une voix plate, administrative, froide comme le carrelage d'un tribunal. « Conan, qu'est-ce qui se passe ? Mes boutiques !»« Maman, il faut qu'on parle. Voici maître Bamba. Il est notaire. Il y a eu des changements qu'il faut que tu comprennes. » Amara s'assit lentement. Ses genoux craquèrent. Elle regarda les papiers sur la table. Elle ne comprenait pas tout le jargon juridique, mais elle reconnut les mots. Code 50. Code 51. Elle reconnut l'adresse de sa maison. Elle reconnut l'adresse du terrain de Bingerville. Et à côté de chaque propriété, en lettres noires sur papier blanc, le nom de Conan Yao. Son cœur s'arrêta. Pas littéralement, non, mais quelque chose en elle mourut à cet instant précis. Quelque chose qui ne reviendrait jamais. « Conan, qu'est-ce que tu as fait ?»« J'ai sécurisé les actifs, maman. Tu étais malade, tu ne pouvais pas gérer. Il fallait quelqu'un de responsable pour protéger le patrimoine familial. Tu as signé les papiers toi-même, de ta propre main. » Les papiers. Ces papiers qu'elle signait depuis son lit de malade, les yeux brûlants de fièvre, le cerveau embrumé par les antidouleurs, la confiance aveugle dans son cœur. Il lui avait fait signer le transfert de sa propre maison, de son propre terrain, de tout ce que Sékou lui avait laissé,
de tout ce qu'elle avait protégé et fait fructifier pendant 18 ans. « Mais c'est ma maison, Conan. C'est la maison de ton père. » Et c'est là que Conan lâcha la phrase qui brisa tout. Il le dit comme on dit, sans émotion, sans hésitation, sans le moindre tremblement dans la voix, comme un fait qu'il avait gardé dans un tiroir de son esprit pendant des années et qu'il sortait maintenant que c'était utile. Comme une carte qu'on abat au bon moment. Amara ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Elle regarda ce visage qu'elle avait lavé des milliers de fois, ce front qu'elle avait embrassé chaque soir pendant 23 ans, ces yeux qu'elle avait regardés avec amour, avec fierté, avec espoir. Et elle ne reconnut rien. C'est alors que Conan prononça les mots qui ouvrirent cette histoire. « Tu n'es personne ici. Cette maison ne t'a jamais appartenu. Et si tu ne pars pas avant ce soir, j'appelle la police. » Le notaire, maître Bamba, regardait ses chaussures. Il ne disait rien. Il savait. Il savait que ces signatures avaient été obtenues par tromperie. Mais Conan le payait bien. Et les papiers, légalement, techniquement, administrativement, étaient en ordre. Amara resta assise pendant 1 heure, sans bouger, sans parler, sans pleurer. Les larmes viendraient plus tard. Pour l'instant, c'était le choc. Ce choc blanc, silencieux, total, qui vous gèle de l'intérieur comme si quelqu'un avait ouvert une porte sur le néant et que le froid de l'univers entier s'était engouffré en vous. Fatoumata arriva en courant, essoufflée, les yeux fous. Une voisine l'avait appelée. Elle trouva sa mère assise dans le salon, immobile comme une statue, le regard vide, et Conan debout près de la porte, les bras croisés, le visage fermé. « Quad 58 » cria Fatoumata. Sa voix se brisa. « Quad 59 »« Quad 60 » corrigea Conan, comme un professeur corrige un élève. Fatoumata regarda ce visage qu'elle avait connu enfant, ce visage qu'elle avait vu rire aux histoires de leur mère, pleurer quand il avait le paludisme, manger à la même table qu'elle pendant presque 20 ans. Et elle n'y reconnut rien, absolument rien. C'était le visage d'un étranger. Cette nuit-là, Amara dormit chez Fatoumata, dans un petit 2 pièces à Yopougon. L'appartement sentait la peinture fraîche et le riz qui avait brûlé. Elle s'allongea sur un matelas en mousse, posé à même le carrelage, la tête sur un oreiller plat. Elle fixait le plafond blanc, les taches d'humidité, le ventilateur qui tournait en grinçant. Et là, enfin, les larmes vinrent. Pas des sanglots bruyants, pas des cris. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses tempes et trempaient l'oreiller. Des larmes de 23 ans d'amour gaspillé. Des larmes pour chaque repas cuisiné, chaque uniforme lavé, chaque facture payée, chaque baiser sur le front, chaque prière murmurée pour le bonheur de cet enfant qui n'était pas le sien, mais qu'elle avait aimé comme s'il l'était. Elle pleura 3 jours. 3 jours entiers. Elle ne mangeait pas, elle ne parlait pas, elle ne se levait pas. Fatoumata lui apportait de l'eau, des fruits, des médicaments. Amara les prenait machinalement et retournait regarder le plafond. Le 4e jour, quelque chose changea. Amara se leva. Elle se lava. Elle brossa ses cheveux. Elle enfila un pagne propre.
et elle sortit de la chambre. Fatoumata la regarda avec surprise. Le visage de sa mère était différent. Plus de larmes, plus de regard vide. Quelque chose de dur, de clair, de déterminé avait remplacé la douleur dans ses yeux. Sa voix avait changé. Ce n'était plus la voix d'une mère blessée. C'était la voix d'une femme qui avait pris une décision. La voix d'une femme qui ne pleurerait plus jamais pour l'homme qui l'avait trahie. Mais ce que Conan ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Amara ne cria pas. Elle ne fit pas de scandale dans le quartier. Elle ne publia pas de messages rageurs dans les groupes WhatsApp de la famille. Elle ne maudit personne. Elle ne supplia personne. Elle fit quelque chose de bien plus dangereux que tout cela. Elle réfléchit. Ibrahim connaissait un avocat, un jeune homme brillant de 35 ans, nommé Maître Koulibaly, spécialisé dans les affaires de fraude immobilière et d'abus de faiblesse. Il avait fait ses études à Paris, était revenu au pays et s'était fait un nom en défendant des veuves et des personnes âgées victimes d'arnaqueurs fonciers. Amara alla le voir un lundi matin dans son cabinet du boulevard Engoulevent. Un bureau simple, des dossiers empilés partout, un climatiseur qui ronronnait. Maître Koulibaly l'écouta pendant 2 heures sans l'interrompre une seule fois. Il prenait des notes. Il hochait la tête. Quand elle eut fini, il posa son stylo et sourit. Pas un sourire de joie. Un sourire de chasseur qui vient de repérer la trace du gibier dans la boue. Il se pencha en avant. Il sourit encore. Amara sentit quelque chose renaître en elle. Pas de la colère, pas de la vengeance, non, de la clarté. Une clarté froide, précise, chirurgicale, comme la lame d'un scalpel sous une lumière blanche. Pendant les semaines qui suivirent, Amara travailla en silence. Comme une couturière qui coud un boubou point par point, sans presser, sans bâcler, chaque geste exact. Elle contacta Monsieur Touré, le vieux comptable. Il vivait dans un petit appartement à Koumassi. Quand il vit Amara à sa porte, il se mit à pleurer. « Pardonne-moi, ma fille, j'aurais dû résister. J'aurais dû t'appeler, j'aurais dû vérifier. Mais ce garçon, il était si convaincant. Ce n'est pas votre faute, tonton. Vous avez fait confiance à celui que j'appelais mon fils. Mais maintenant, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de la vérité. Et la vérité est dans les papiers. » Touré avait gardé des copies de tout. Chaque document original, chaque relevé, chaque bordereau de versement. Il les remit à Amara dans un gros dossier jaune, les mains tremblantes de culpabilité et de soulagement. Elle contacta les vendeuses renvoyées. Hawa, Mariam, Clarisse. Elle les rencontra une par une dans un petit maquis de Yopougon, autour d'un plat d'aloko et de poissons grillés. Les 3 femmes étaient en colère. Elles avaient perdu leur emploi du jour au lendemain, sans indemnité, sans préavis, par la décision d'un garçon de 24 ans qui n'avait aucun droit sur ses boutiques. Toutes les 3 acceptèrent de témoigner par écrit. Elles racontèrent comment Conan avait vidé les stocks de nuit avec un camion de location, détourné l'argent des ventes en donnant de fausses factures, vendu les bails à des complices d'Hervé à des prix ridicules. Elle contacta les voisins du marché de Trècheville et d'Adjamé. Djeneba, la vendeuse de chaussures, Kwame, le réparateur de téléphone,
Aminata, la vendeuse de fruits. 5 commerçants signèrent des attestations sur l'honneur, décrivant ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Elle retourna à l'hôpital de Cocody et demanda son dossier médical complet au docteur Nguessan. Les dates exactes des traitements, les noms et dosages des médicaments prescrits, les rapports de dialyse et surtout les notes médicales qui indiquaient clairement que pendant les mois de janvier et février 2020, Amara était sous un traitement qui altérait sa conscience et sa capacité de jugement. Fatoumata, de son côté, fit le tour de la famille élargie. Les oncles, les tantes, les cousins, les amis de l'église. Elle ne demanda pas d'aide. Elle ne demanda pas d'argent. Elle demanda des témoignages. Qui avait vu Amara élever Conan comme son propre fils? Qui pouvait confirmer les sacrifices? Les factures d'école que tout le monde voyait Amara payer? Les soins médicaux quand Conan avait eu une appendicite à 12 ans? Les fêtes d'anniversaire organisées chaque année sans exception? Tout le monde parla. Parce que tout le monde savait. Tout le quartier de Marcory avait vu Amara porter Conan sur son dos quand il était petit, le soigner quand il avait le paludisme, vendre ses propres bijoux en or, l'héritage de sa propre mère, pour payer les frais de scolarité quand l'argent manquait. Ibrahim, de son côté, suivit l'argent. Il contacta un ami qui travaillait dans une agence bancaire. Il découvrit que Conan avait ouvert un compte à la Société Générale de Côte d'Ivoire sous le nom de Yao Consultant, une société fictive. Que l'argent des boutiques, plusieurs millions de francs, avait été transféré sur ce compte. Que le terrain de Bingerville avait été mis en vente sur un site immobilier en ligne. Et que Hervé Aka, l'ami au costume italien, était en réalité un escroc recherché par la police pour 3 autres affaires de fraude immobilière à Abidjan et à San Pedro. Au bout de 2 mois de travail silencieux et méthodique, Amara avait tout. Chaque preuve, chaque témoignage, chaque relevé bancaire, chaque document falsifié à côté de l'original, chaque attestation signée et tamponnée. Tout était rassemblé dans un dossier épais comme un dictionnaire. Un dossier rangé dans une grande enveloppe marron. Maître Coulibaly déposa la plainte un mardi matin au tribunal de première instance du Plateau. Les chefs d'accusation: fraude, faux et usage de faux, abus de faiblesse, détournement de fonds, escroquerie au préjudice d'un ascendant. Mais Amara voulait autre chose avant le tribunal. Elle voulait regarder Conan dans les yeux une dernière fois. Elle lui donna rendez-vous dans la maison, sa maison, la maison de Sékou. Conan accepta sans hésiter. Il était sûr de lui, arrogant même. Les papiers étaient à son nom, non? Tout était légal, non? Le notaire avait tamponné, non? Que pouvait faire une vieille femme malade contre le droit? Quand Amara arriva, elle portait un boubou blanc immaculé, propre, simple, sans bijoux, sans maquillage. Ses cheveux étaient coiffés en tresses serrées. Elle marchait droit, le dos redressé, les épaules en arrière. Sous son bras, l'enveloppe marron. Fatoumata et Ibrahim l'accompagnaient, mais ils restèrent debout près de la porte, silencieux comme des sentinelles. Conan était assis dans le fauteuil du salon, le fauteuil de Sékou, celui en cuir marron que Sékou avait acheté en 1999, le jour de la naissance d'Ibrahim. Conan avait les jambes croisées. Il portait une montre neuve,
une montre dorée qui brillait sous la lumière du plafonnier, des chaussures en cuir verni, une chemise en lin. Tout acheté avec l'argent d'Amara, avec le sang d'Amara. Côte 71, dit-il. Et il eut même le culot de sourire. Ce sourire parfait. Ce sourire qui avait trompé tout le monde pendant 23 ans. Amara s'assit en face de lui, lentement, calmement. Elle posa l'enveloppe marron sur la table basse. Elle ne la toucha plus. Elle croisa les mains sur ses genoux. Il ne répondit pas. Le sourire vacilla une fraction de seconde. Sa voix était calme, douce même, posée comme une nappe blanche sur une table. Mais chaque mot tombait comme une pierre dans un puits sans fond. Conan commença à bouger sur son fauteuil. Il décroisa les jambes. Le sourire avait complètement disparu. Elle ouvrit l'enveloppe marron. Elle sortit les documents un par un, lentement, méthodiquement. Comme on distribue des cartes dans un jeu dont on connaît déjà le résultat. Les fausses procurations que tu as présentées à Monsieur Touré. L'expertise graphologique du cabinet Mensa qui prouve, lettre par lettre, que tu as imité ma signature. Les relevés bancaires du compte de Yao Consultant à la Société Générale que tu as ouvert avec de faux documents pour y transférer l'argent de mes boutiques. Les témoignages écrits et signés de 3 vendeuses que tu as renvoyées sans droit. Les attestations de 5 commerçants du marché qui ont vu tes camions vider mes boutiques en pleine nuit. Mon dossier médical complet de l'hôpital de Cocody, signé par le docteur Nguessan, qui prouve que j'étais sous sédatif les jours où tu me faisais signer les documents de transfert. Elle posa la dernière feuille sur la table, la plus importante. Et ceci, le casier judiciaire de ton ami Hervé Aka, recherché pour 3 affaires de fraude immobilière. Un mandat d'arrêt émis par le procureur de la République. Tu t'es associé avec un criminel fiché par la police pour voler ta propre mère. Conan était livide, blanc comme la chaux des murs. Ses mains tremblaient sur les accoudoirs du fauteuil de Sékou. Il ouvrit la bouche, la referma. L'ouvrit encore, comme un poisson sorti de l'eau. « Maman, je peux expliquer. C'est un malentendu. Hervé m'a manipulé. Je ne savais pas. » Non, tu ne peux pas expliquer. Et tu savais parfaitement ce que tu faisais. La plainte est déjà déposée au tribunal du plateau. Fraude, faux et usage de faux, abus de faiblesse, détournement de fonds, escroquerie. Maître Koulibaly s'en occupe. Le dossier est complet. Et le notaire Bamba a déjà été convoqué par la chambre des notaires. Conan se leva d'un bond. Le fauteuil de Sékou bascula en arrière et cogna le mur. Amara le regarda. Longuement. Silencieusement. Et pour la première fois depuis 23 ans, elle le vit tel qu'il était vraiment. Pas le petit garçon maigre aux grands yeux qui mangeait du riz avec ses mains. Pas le fils qu'elle avait rêvé et construit dans son cœur. L'homme qu'il avait choisi de devenir. Froid, calculateur, ingrat. Un homme qui avait planifié pendant des années le vol de celle qui lui avait donné une vie. Quote 81, dit-elle. Sa voix ne tremblait pas. Quote 82. Elle se leva. Elle prit l'enveloppe marron. Elle la tint contre sa poitrine. Mais souviens-toi de ceci, Conan.
et souviens-t'en chaque nuit quand tu fermeras les yeux. On peut voler la maison d'une femme, on peut voler son argent, on peut voler ses boutiques, mais on ne peut pas voler la force qu'elle porte dans le cœur. Et c'est cette force qui construira tout ce que tu as détruit. Elle marcha vers la porte. Elle ne se retourna pas. Fatoumata et Ibrahim la suivirent. La porte se referma avec un claquement sec. Et Conan resta seul dans le salon, debout entre le fauteuil renversé et les papiers étalés sur la table, avec le silence et l'écho de 23 ans de mensonges. Le procès eut lieu 4 mois plus tard, en septembre 2020. Il dura 3 audiences. Ce ne fut même pas un combat, ce fut une démolition. L'expert graphologue du cabinet Mensa présenta ses conclusions. Les signatures sur les documents de transfert ne correspondaient pas aux signatures authentiques d'Amara Diallo. Les différences étaient subtiles, mais indiscutables. Le dossier médical confirma l'abus de faiblesse. Le notaire Bamba, confronté aux preuves et à la menace de radiation définitive, s'effondra à la barre et reconnut avoir fermé les yeux en échange d'un pot de vin de 500 000 francs. Hervé Aka fut arrêté 3 semaines avant la dernière audience dans un hôtel de Grand Bassam, avec des faux passeports et 4 millions de francs CFA en liquide dans un sac de sport. Le juge prononça son verdict un vendredi après-midi. Tous les transferts de propriété furent annulés. La maison de Marcory revint à Amara Diallo. Le terrain de Bingerville revint à Amara Diallo. Conan Yao fut condamné à 18 mois de prison ferme pour faux et usage de faux, abus de faiblesse et détournement de fonds. Hervé Aka fut condamné à 3 ans. Le notaire Bamba fut radié du barreau et condamné à 5 millions de francs d'amende. Quand le verdict fut prononcé, Amara était assise au fond de la salle, droite comme un baobab. Elle ne sourit pas. Elle ne cria pas victoire. Elle ferma les yeux, 1 seconde, et murmura. Mais ce que Conan ignorait, c'est que la prison ne serait que le début de sa chute. En prison, à la Maka de Yopougon, Conan découvrit ce que signifiait être seul. Vraiment seul. Ses amis du quartier Plateau, ceux qui l'invitaient dans les maquis climatisés et les bars à cocktails, ceux avec qui il roulait en Mercedes, disparurent. Pas un appel, pas un message, pas une visite, comme s'ils n'avaient jamais existé. L'argent qu'il avait caché sur le compte de Yao Consultant fut saisi par la justice. Sa petite amie, une certaine Cécile, qu'il couvrait de cadeaux, téléphone, sac à main, pagne de luxe, le quitta par un message WhatsApp de 6 mots. Ne me contacte plus jamais. Adieu. Quand il sortit de prison après avoir purgé sa peine, il avait maigri de 15 kilos. Il avait des cernes noires. Il marchait en baissant la tête. Il n'avait plus rien. Pas de maison, pas d'argent, pas d'amis, pas de diplôme utilisable parce que personne à Abidjan ne voulait embaucher un juriste condamné pour fraude. Son nom circulait dans les groupes WhatsApp du quartier, de la famille, de l'église. Tout Marcory connaissait l'histoire. L'orphelin recueilli par la généreuse Tanti Amara, élevé comme un prince, qui avait tout volé et chassé sa propre bienfaitrice de sa propre maison. Il alla frapper aux portes.
chez les oncles d'Amara, chez les tantes, chez les cousins qui l'avaient vu grandir, qui lui avaient offert des cadeaux à Noël, qui l'avaient appelé Côte 86. Chaque porte se ferma. Oncle Moussa, un homme massif qui tenait un garage à Marcory, le regarda à travers l'entrebâillement de sa porte. « Tu as craché sur la main qui t'a nourri. Tu as craché sur la mémoire de Sékou. Tu as craché sur nous tous. Ne reviens plus ici. Jamais. » La porte claqua. Conan se retrouva dans une chambre louée à Abobo, un quartier bruyant et poussiéreux de la périphérie d'Abidjan. Une pièce de 4 mètres sur 3. Un matelas taché posé sur des parpaings. Un ventilateur qui grinçait en tournant et ne brassait que de l'air chaud. Des murs en ciment, nus. L'odeur de la fosse septique qui montait par la fenêtre. Lui qui dormait dans des draps propres repassés par Amara chaque dimanche, lui qui mangeait du poulet braisé et du riz gras, lui qui portait des chemises en lin et des chaussures en cuir. Il trouva un emploi d'aide-comptable dans une petite entreprise de BTP à Yopougon. Son patron, un homme brutal nommé Draman, le traitait comme un moins que rien. Il lui parlait devant les autres employés comme on parle à un chien. Il le faisait travailler 12 heures par jour pour 80 000 francs par mois. Et quand Conan protesta un jour, timidement, Draman le regarda avec un sourire méchant qui découvrit ses dents en or. « Tu veux partir ? Pars. Personne ne te retient. Mais dis-moi, qui d'autre va t'embaucher, hein ? Un type qui a volé sa propre mère ?» Conan baissa la tête. Et il resta. Parce qu'il n'avait nulle part où aller. C'était le miroir exact, parfait, impitoyable de ce qu'il avait fait à Amara. L'exploitation, le mépris, l'utilisation d'une personne vulnérable. Chaque insulte de Draman était un écho des paroles que Conan avait prononcées dans le salon de la maison de Sékou. La vie lui renvoyait chaque coup, centime par centime, mot par mot. Pendant ce temps, Amara renaissait. Avec la maison récupérée, les comptes débloqués par décision de justice et le terrain de Bingerville vendu à un promoteur immobilier pour un bon prix, 15 millions de francs, Amara avait du capital. Mais plus important que l'argent, bien plus important, elle avait quelque chose que 23 ans de sacrifices et d'épreuves lui avaient donné, et que personne au monde ne pourrait jamais lui voler. L'expérience, la résilience et le réseau de femmes commerçantes qui la respectaient. Elle rouvrit un commerce, mais pas comme avant. Pas une simple boutique au marché. Cette fois, elle voyait plus grand. Elle loua un local commercial sur le boulevard Latrille, à Cocody, dans un quartier en plein essor, à côté d'une pharmacie et d'un salon de beauté. Elle ne vendit plus seulement des tissus au mètre. Elle créa une marque. Amara Couture. Des modèles modernes, des pagnes retravaillées avec des coupes contemporaines, des créations originales qui mêlaient les motifs traditionnels ivoiriens et les tendances actuelles. Elle engagea une jeune styliste sortie de l'Institut de design d'Abidjan, une fille de 25 ans nommée Bintou, pleine de talent et d'énergie. Fatoumata créa une page Instagram pour la marque. Elle postait des photos des modèles, des vidéos de la confection, des témoignages de clientes satisfaites. En 3 mois, la page avait 10 000 abonnés. Les commandes arrivaient par WhatsApp, par message, par appel.
des clientes d'Abidjan, de Bouaké, de Yamoussoukro, puis de Dakar, puis de Douala, puis de Lomé. En 6 mois, la boutique de Cocody tournait à plein régime. En 1 an, Amara en ouvrit une 2e à la Riviera. Les tissus Amara Couture devinrent une référence. Les femmes du quartier les portaient avec fierté. « C'est un Amara », disaient-elles en montrant leurs robes. Comme on dit, c'est un Dior à Paris. Amara se leva chaque matin à 5 heures. Pas par obligation, par choix. Elle priait. Elle buvait son café au lait, lentement, en regardant le soleil se lever sur Abidjan. Et elle allait travailler. Pas avec la rage de celle qui veut se venger, pas avec l'amertume de celle qui rumine le passé, avec la paix profonde de celle qui sait enfin qui elle est et ce qu'elle vaut. Elle acheta un appartement à Cocody, dans une résidence neuve. 3 chambres, un balcon avec vue sur la lagune ébriée, des meubles neufs choisis un par un réfrigérateur qui marchait, l'eau courante 24 heures sur 24, la climatisation dans chaque pièce. Elle dormait dans des draps propres, dans sa propre maison, achetée avec son propre argent, à son propre nom, et personne au monde ne pouvait la chasser. Personne. Fatoumata vivait avec elle. Ibrahim avait ouvert sa propre boutique de téléphone à Trècheville et s'en sortait bien. Les dimanches, ils se retrouvaient tous les 3 pour le repas familial. Du poulet braisé, de l'aloco doré et croustillant, du riz gras, du jus de bissap fait maison. Amara cuisinait en chantant. Et ses enfants, ses vrais enfants, pas par le sang seulement, mais par la loyauté, par la présence, par l'amour dans les moments difficiles, mangeaient et riaient autour de la table. Un jour, dans un salon de coiffure de la Riviera, une femme s'approcha d'Amara. Une femme plus jeune, avec des yeux fatigués et un enfant sur la hanche. « Vous êtes Tanti Amara, la Tanti des tissus, celle de l'histoire ?»« Oui, c'est moi. »« Je voulais vous dire quelque chose. Mon mari m'a chassée de notre maison l'année dernière. Il a pris tout, les meubles, la voiture, même les jouets des enfants. Et quand j'ai entendu votre histoire, comment vous vous êtes relevé, comment vous avez repris tout ce qu'on vous avait volé, ça m'a donné la force de me battre. J'ai consulté un avocat. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Merci. » Amara prit les mains de cette femme entre les siennes. Des mains rugueuses, fatiguées, mais vivantes. Elle ne dit rien. Elle serra. Et la femme comprit. Parce que certaines choses n'ont pas besoin de mots. 2 ans après le procès, un soir de décembre, alors qu'Abidjan brillait des lumières de Noël et que l'air sentait le barbecue et le jasmin, Amara reçut un appel. Le numéro n'était pas enregistré dans son téléphone. Elle hésita. Puis elle décrocha. « Maman ?» C'était Conan. Sa voix était différente, cassée, petite, comme la voix du garçon de 4 ans qui disait « Cote 97 » pour la première fois. Un silence long comme 23 ans. « Cote 98 » Amara écouta. Elle écouta chaque mot, chaque silence entre les mots, chaque tremblement dans la voix. Et quand il eut fini, quand le silence fut revenu, elle parla. Elle marqua une pause. Elle raccrocha. Doucement, sans colère, sans larmes. Elle posa le téléphone sur la table de nuit. Elle éteignit la lumière. Et elle dormit comme elle n'avait pas dormi depuis des années. Profondément, paisiblement, librement, le sommeil d'une femme en paix. Aujourd'hui,
Amara Diallo a 57 ans. Elle a 3 boutiques, Amara Couture en Côte d'Ivoire. Elle emploie 15 personnes, toutes des femmes. Elle a formé 6 apprenties couturières qui ont depuis ouvert leurs propres ateliers. Elle a payé les études de 3 enfants de son quartier, des orphelins, parce qu'elle croit toujours en la bonté, même après tout ce qu'elle a vécu. Mais cette fois, elle a un comptable de confiance, un avocat attitré et un coffre-fort à la banque où elle garde tous ses documents. Elle ne signe plus rien les yeux fermés. Plus jamais. Fatoumata est devenue infirmière-chef à l'hôpital de Cocody. Ibrahim a 3 boutiques de téléphone et vient de se marier. Amara a dansé à son mariage dans un boubou Amara Couture couleur or, et tout le monde a dit qu'elle était la plus belle femme de la fête. Cette histoire nous enseigne 3 leçons que je veux graver dans ton cœur. Premièrement, la bonté n'est pas de la faiblesse, mais la bonté sans vigilance est de l'imprudence. Aimez les gens, accueillez les orphelins, ouvrez votre porte et votre cœur. Mais gardez vos yeux ouverts aussi. Protégez vos documents. Lisez avant de signer. Ayez un comptable de confiance et un avocat. La confiance se donne avec le cœur, mais les preuves se gardent dans un coffre. Deuxièmement, quand la trahison vient, et elle peut venir de ceux qu'on aime le plus, ne répondez pas par le cri, par le scandale, par la rage. Répondez par l'intelligence et par la méthode. Amara n'a pas hurlé dans les rues de Marcory. Elle n'a pas brûlé la maison. Elle n'a pas publié des insultes sur WhatsApp. Elle a rassemblé les preuves, une par une, patiemment, silencieusement. Elle a consulté un avocat. Et elle a laissé la justice faire son travail. La dignité, mes amis, est l'arme la plus puissante qu'une femme puisse porter. Plus puissante que la colère, plus puissante que les larmes, plus puissante que la vengeance. Troisièmement, le pardon n'est pas la réconciliation. On peut pardonner à quelqu'un et ne jamais le laisser revenir dans sa vie. On peut libérer son cœur de la rancune sans ouvrir sa porte à celui qui l'a brisé. Le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. La distance est un cadeau que vous faites à votre sécurité. Les deux peuvent coexister. Les deux doivent coexister. Si cette histoire t'a touché le cœur, laisse un commentaire pour nous dire ce que tu en penses. Partage-la avec une sœur, une mère, une amie qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Chaque semaine, nous te racontons des histoires de courage, de justice et de résilience. Active la cloche de notification, partage cette vidéo, commente et souviens-toi de cette vérité. On peut tout te prendre, ta maison, ton argent, tes boutiques, ta confiance. Mais personne, jamais, ne pourra te prendre la force que tu portes en toi. À la prochaine histoire.